Astrophotographie, prise 2, clavecin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, et c'est pour ça sûrement que vous avez cliqué, aujourd'hui on va parler de photographie de ciel nocturne, comment faire de belles photos de ciel étoilé, de voie lactée, de lune et ce genre de choses. Petit disclaimer avant de commencer, l'astrophotographie recoupe beaucoup de choses. Donc ici on va pas du tout aborder les photos d'objets célestes en gros plan ou de constellations très précises ou ce genre de choses, tout simplement parce que je ne sais pas faire, soyons honnêtes, et je n'ai jamais pratiqué ce genre d'astrophotographie. Ici on va donc aborder et se concentrer plutôt sur ce que recherchent la plupart des gens comme moi en amateur ou les débutants en astrophoto, donc plutôt des photos comme je vous montre ici. Et si un jour vous voulez qu'on aborde justement les photos de planètes ou d'objets célestes un peu plus en détail, un peu plus en gros plan, etc. Et bien tout simplement comme je n'ai jamais fait, s'il y a un expert parmi vous, n'hésitez pas à nous contacter et puis pourquoi pas faire une vidéo ensemble et vous m'apprendrez tout ça et ce sera l'occasion de partager avec la communauté. Alors pour le plan de cette vidéo, j'ai essayé de structurer en différents points, mais je vais essayer de donner un petit peu toutes les astuces et les petits conseils qui me passent par la tête. Comme d'habitude, vous n'hésiterez pas à commenter pour compléter tous ces conseils et aider davantage la communauté. On va commencer par tous les conseils un peu de choisir son sujet, la composition, etc. Car comme vous le savez, c'est ce qu'on préfère ici sur cette chaîne. Et on finira dans un deuxième temps, parce que ça reste quand même important, par parler un petit peu du matériel et des différents réglages pour faire vos photos. C'est parti. Alors en effet, justement, ce premier point, comme je l'ai dit dans le disclaimer, ici on va pas parler d'astrophotographie à proprement parler, de photos d'objets nocturnes ou quoi, mais plutôt de photos de paysages de nuit ou de ciel étoilé. Et donc ça va être important, comme toujours, de premièrement bien définir et choisir votre sujet. Est-ce que vous allez vouloir photographier la lune, la voie lactée, ou alors une montagne avec le ciel étoilé au-dessus, ou bien plutôt un bateau dans un port avec la mer ou quoi. Ça va vraiment ajouter quelque chose à votre photo plutôt que juste faire une photo aléatoire d'étoiles comme ça de loin sans trop réfléchir à votre sujet. Vous pouvez aussi composer par rapport aux constellations. Alors j'ai dit qu'on parlait pas forcément d'objets nocturnes précis, mais vous pouvez quand même essayer d'inclure une certaine constellation que vous aimez dans vos photos. Et donc le cas échéant, si vous faites des photos un peu grand angle comme j'ai tendance à faire, pensez bien à essayer de voir ce que vous allez avoir dans votre cadre en dessous. Donc est-ce que ça va être une forêt, est-ce que ça va être un vieux bâtiment pas très joli. Donc bref, réfléchissez bien à votre sujet et à tout ce qui va être autour de votre sujet que vous allez pouvoir inclure dans le cadre. Et parfois, plus encore que le ciel étoilé qu'il y aura au-dessus, ce sera le joli paysage qui sera en dessous, qui sera flatté par les étoiles au-dessus et vice versa, qui fera la différence dans votre photo. Donc bref, conclusion de ce premier point, mais pour moi qui est le plus important, pensez bien à définir votre sujet et à votre composition avant toute chose. Donc le deuxième point, un petit peu lié au premier bien évidemment, admettons vous avez choisi de photographier la voie lactée avec une chaîne de montagne en dessous. Est-ce que vous préférez que cette chaîne de montagne soit assez foncée en ombre chinoise et vraiment mettre l'accent sur la voie lactée, ou est-ce qu'au contraire vous voulez que ce paysage soit un petit peu plus visible, un peu plus lumineux et fasse un peu plus encore partie de votre image et soit donc un peu plus éclairé? En fonction de tout ça, il y aura différentes techniques. Donc dans le cas ici d'une chaîne de montagne, ça va être un peu difficile pour vous d'avoir vraiment la main mise sur l'éclairage de toute la chaîne de montagne pour votre photo. Donc vous allez pouvoir par exemple choisir des temps de pause un peu plus longues. On va parler des réglages davantage plus tard. Mais vous allez quand même pouvoir choisir l'endroit précisément où vous allez prendre votre photo en fonction de tout ça. Donc par exemple, est-ce qu'il y a une ville en dessous qui éclaire la chaîne de montagne ou est-ce qu'au contraire vous êtes dans un endroit beaucoup plus sauvage et nature? Ça, on y revient aussi un petit peu après. Si votre photo finale inclut des personnes, c'est pareil. Est-ce que vous voulez qu'elle se découpe en ombre chinoise ou est-ce que vous voulez qu'elle soit plus éclairée? Auquel cas, vous allez avoir un petit peu plus de marge de manœuvre dessus. Donc, par exemple, éclairer avec une lampe torche, un portable ou ce genre de choses pour cette fois éclairer votre sujet plutôt qu'il soit en ombre chinoise. Donc, tout ça, ça se définit et ça se réfléchit en amont parce que vous allez choisir l'emplacement de votre photo, mais aussi tout l'outillage et l'équipement pour votre photo en fonction de tout ça. Donc, notamment, et comme on l'a dit ici, les lumières. Ça peut être aussi un lampadaire ou comme ici, l'éclairage du camping tout simplement. Et en transition avec le point numéro 3, l'éclairage de la lune va faire énormément varier aussi votre photo finale et peut éclairer votre paysage. Cependant, sachez que forcément une nuit de pleine lune, vous aurez donc votre paysage sous les étoiles beaucoup plus lumineux et éclairé et donc beaucoup plus mis en valeur, mais vous allez aussi voir beaucoup moins d'étoiles sur votre photo finale et donc c'est quelque chose à prendre en compte, le moment du mois et la position de la lune et aussi l'intensité de la lune ce jour-là. Ça va vraiment être à calculer en amont selon le rendu final que vous voudrez pour votre photo. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de photographes qui vous conseillent d'attendre que la lune soit au plus sombre pour faire vos photos d'astrophotographie, tout simplement parce que vous allez voir beaucoup plus de constellations, beaucoup plus d'objets célestes, beaucoup plus d'étoiles et plus facilement la voie lactée et tout ça. Après voilà, ça reste un parti pris et vous aurez des rendus aussi
à mon goût, très sympa avec une jolie pleine lune qui éclairera davantage votre paysage. Le point numéro 4, toujours dans la prévision pour votre sortie, pensez bien que selon l'heure de la nuit, vous allez voir plus ou moins d'étoiles. Donc notamment en été où le soleil se couche super tard, il va falloir attendre super tard pour avoir un max de ciel étoilé au-dessus de vous pour vos photos. Au contraire, en hiver, nous c'est pour ça qu'on aime bien faire l'astrophotographie en hiver, parce que beaucoup plus tôt dans la nuit, vous allez avoir beaucoup plus d'étoiles. Donc calculez bien le moment de votre sortie par rapport à tout ça. Sachant que le moment de l'année aussi va jouer sur l'emplacement des constellations et la visibilité aussi de certaines. C'est aussi quelque chose à anticiper si vous voulez une constellation particulière ou une position particulière des étoiles par rapport à votre paysage. Nous c'est vrai qu'on fait rarement attention à ça, mais ça reste important de le savoir. Et encore une fois, par rapport à la saison d'ailleurs, le paysage qui se retrouvera sous votre ciel étoilé sera potentiellement complètement différent s'il est recouvert de neige ou en été, donc ça peut aussi jouer. Nous, en général, c'est à ça qu'on fait gaffe. Donc, point numéro 5, toujours dans la composition et le peaufinage de son idée, de son sujet et tout ça, surveillez bien la météo avant votre sortie. Donc, par exemple, une journée comme actuellement, c'est complètement couvert, il pleut, donc bon, l'astrophotographie, c'est pas trop ça. Donc, essayez de choisir, bien évidemment, une journée où il fait beau, où le ciel est très dégagé, et comme ça, vous aurez un max d'étoiles. Après, cela dit, nous, on a découvert qu'on aimait beaucoup quand il y avait quand même quelques petits nuages dans le ciel, même quand on a fait des photos d'aurore boréale et tout ça, on trouve que ça donne, je sais pas, de la texture, de la matière à la photo. Donc certes, on a moins d'étoiles, mais ça donne un petit quelque chose en plus sur la photo parfois. Donc ça, c'est en fonction des goûts de chacun et du rendu, encore une fois, que vous voulez avoir sur votre photo. Est-ce que vous voulez maximiser vraiment le nombre d'étoiles, auquel cas il vous faut un ciel parfaitement dégagé, ou est-ce que ça vous embête pas d'avoir quelques petits nuages et de donner un petit truc différent à votre photo. Donc le point numéro 6, toujours un petit peu dans la continuité de la maximisation du nombre d'étoiles dans le ciel, vous pouvez idéalement vous éloigner le plus possible des villes, histoire d'éviter la pollution lumineuse qui vous empêchera de voir tout un tas d'étoiles qui sont un peu plus faibles ou un peu plus basses dans l'image. Donc par exemple un endroit parfaitement en campagne ou dans un parc naturel national ou ce genre de choses, en général c'est un peu plus sombre. Après, si vous avez la chance d'aller dans des endroits du globe parfaitement optimisés pour ça, vous trouverez une grande liste sur internet. Mais si jamais vous n'avez pas trop le choix ou que vous voulez donner encore une fois une autre ambiance à votre photo, vous pouvez aussi tout à fait inclure et jouer justement avec cette pollution lumineuse pour donner un style et des couleurs différentes à votre ciel. Donc par exemple, j'ai déjà fait des photos de ciel nocturne avec des villes en dessous ou même des usines et ça fait des espèces de dégradés dans le ciel. Donc encore une fois, les goûts, les couleurs de chacun et tout ça. Ça permet d'essayer différentes choses, de donner des teintes et des couleurs et une ambiance, une atmosphère particulière à la photo. Je sais que j'ai aussi photographié volontairement le petit village de mes grands-parents avec la Voie lactée au-dessus parce que voilà, ça me tenait à cœur. Donc encore une fois, quel est votre sujet? Quel est votre but? Est-ce que c'est la maximisation du nombre d'étoiles ou est-ce que vous voulez un paysage un petit peu plus urbain ou toute autre chose? Le point numéro 7 enfin, et après on a fini en ce qui concerne le sujet, la composition et tout ça, c'est dans la mesure du possible, si vous voulez vraiment la Voie lactée, essayez d'anticiper sa position par rapport au sujet que vous allez avoir en dessous. Nous en général on fait nos sorties un peu de façon improvisée pour l'astrophotographie, parce que souvent c'est quand on a du temps, on est en vacances et puis ça me botte et je me dis allez je sors et je fais des photos d'étoiles. Mais du coup des fois la Voie lactée elle se retrouve pas du tout à un endroit photogénique on va dire. Je me dis ah la montagne qui est là elle est trop belle mais la Voie lactée elle est là. Du coup bah ça marche pas, c'est dommage. Donc si jamais vous voulez vraiment un sujet en particulier et un style d'image précis en tête, essayez d'anticiper le positionnement de la Voie lactée. Et comme ça, vous vous retrouverez pas un peu le bec dans l'eau à être un peu coincé et vous dire bon bah je ne peux pas faire la photo que je voulais faire à la base. Donc par rapport à tout ça, que ce soit d'ailleurs le positionnement de la Voie lactée ou même d'une constellation en particulier si vous voulez, il y a plein de sites sur internet et même des applications mobiles qui vous cartographient la position du ciel et des différents objets célestes en fonction de la journée, de l'heure et de tout ça. Donc j'en ai pas un en particulier à recommander, mais si jamais vous en avez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors on arrive enfin au point numéro 8 et à l'aspect beaucoup plus technique. Si je l'ai abordé volontairement à la fin, c'est parce que pour moi, encore une fois, c'est pas ce qui va faire l'essence même de votre photo. On peut très bien aujourd'hui faire des photos d'astrophotographie au téléphone, notamment j'ai essayé avec mon nouveau téléphone, bon ok l'ancien c'était un peu compliqué, mais en fonction de la gamme de votre téléphone, de la marque et de s'il est optimisé pour la photo ou pas. Donc vous avez aujourd'hui des modes d'astrophotographie sur les smartphones qui sont quand même assez performants, donc n'hésitez pas à tester avec votre smartphone.
qui est formidable. Donc à mes yeux, les photographies de ciel nocturne deviennent de plus en plus abordables. Mais après, bien évidemment, si vous êtes photographe ou que vous avez un plus gros budget ou que vous voulez vous amuser davantage avec tout ça, je ne peux que vous conseiller les boîtiers réflex ou mirrorless. Et si vous avez encore un plus grand budget, les pleins formats vous permettront de monter davantage en ISO. On revient sur le point des réglages après, mais ça vous permettra d'avoir une meilleure qualité avec une plus faible lumière, ce qui est très pratique en photo de nuit, bien évidemment. En plus du boîtier, il y a surtout l'histoire des objectifs, comme toujours. Donc notamment un objectif grand angle vous permettra de faire une photo du ciel un peu plus complet. Donc nous, c'est ce qu'on n'a pas à l'heure actuelle et probablement qu'on investira là-dedans un jour parce que quand même, ça manque un peu des fois. Et surtout des objectifs idéalement qui ont une très grande ouverture, qui vont être très lumineux et qui vous permettront ainsi justement de moins avoir à surcompenser avec la montée en ISO. Mais on y revient juste après dans le point vraiment dédié au réglage. Pour finir sur le matériel, ce qui va être quasi indispensable, c'est un trépied. Parce que l'astrophotographie à main levée, bon honnêtement je le fais avec mon smartphone pour m'amuser, mais c'est très compliqué. Vu que ça va être en général des poses longues, vous allez forcément trembler ou bouger un minimum ou quoi que ce soit. Donc bref, il faut mettre votre appareil sur trépied et comme ça vous allez pouvoir faire les réglages que vous voudrez sans trop vous prendre la tête. Et si comme nous en Norvège, vous allez dans un endroit où il y a beaucoup de vent, on vous conseille un trépied plutôt solide, quitte à mettre le prix dedans. Mais ça évitera comme ça que votre boîtier bouge trop avec du vent. Et aussi d'ailleurs, si vous avez un gros réflexe avec un objectif assez lourd, certains trépieds vont pas suivre la position que vous voudrez, les angles que vous voudrez et tout en prenant un peu vers le haut. Bon vraiment, je sens le vécu avec mon 5D sur le petit trépied de voyage. Quand je voulais prendre les photos des aurores boréales qui étaient vraiment au-dessus de nous, mon boîtier se cassait la figure parce que le trépied était pas assez solide. Donc bref, prenez bien un bon trépied solide et adapté au boîtier que vous allez mettre dessus tout simplement. Point numéro 9, on arrive enfin au réglage. Alors première chose à faire, désactiver la stabilisation automatique de votre objectif si vous en avez une, parce que de toute façon vous allez être sur trépied, vous n'allez pas en avoir besoin et le moteur fait des petits micro-tremblements. D'ailleurs je suis en train de me dire que je l'ai pas réactivé sur mon boîtier, il va falloir que je pense à la réactiver après. Ensuite vous allez passer en général à la mise au point manuelle pour pouvoir faire le focus bien sur les étoiles. Donc soit vous pouvez passer en live view en zoomant et en essayant de faire du mieux que possible à la main sur les étoiles. Une solution un peu plus approximative mais aussi un peu plus facile, vous pouvez mettre la mise au point sur l'infini. Vous avez un petit symbole souvent sur les objectifs, alors après faites attention parce que ça marche avec certains objectifs comme le mien, mais avec ceux de Chris ça a tendance à pas faire la mise au point correctement sur les étoiles en faisant le plus l'infini. Donc ça va dépendre, les bagues de mise au point sont assez différentes et des fois c'est pas parfaitement aligné avec le symbole de l'infini. Donc faites des essais de votre côté. Et si vous voulez prendre un sujet, un premier plan sur votre image, par exemple des humains ou un objet ou un fourgon aménagé à tout hasard, vous pouvez laisser en mise au point automatique par exemple et éclairer brièvement votre sujet avec un flash de téléphone ou une petite lampe torche, faire la mise au point automatique, appuyer et après bloquer en manuel. Comme ça, en gros, vous avez une pré-mise au point automatique sur votre objet qui est devant et après, ça le bloque même s'il est plus éclairé. Parce qu'en effet, si votre sujet est complètement sombre, l'appareil il va galérer à faire la mise au point tout simplement. Je trouve en tout cas que le meilleur conseil reste la mise au point manuelle et comme ça, vous avez le full contrôle, vous pouvez faire des essais. Et de toute façon, si vous faites de l'astrophotographie, vous allez prendre un peu plus que 5 minutes à mon avis pour réussir votre photo. Donc n'hésitez pas à faire tous les essais de réglage qu'il vous faut et à voir ce qui vous convient. Donc pour la suite des réglages, une fois que tout ça c'est fait, je vous conseille d'être en mode manuel, sauf si vous avez un mode comme je parlais par exemple pour les smartphones d'astrophotographie ou quoi. Mais photographier en mode manuel vous laissera une plus grande amplitude de réglage et de choix de style d'image aussi. Donc en général de mon côté, par rapport à l'ouverture, je mets à l'ouverture la plus grande possible avec mon objectif. Donc notamment parce que souvent je photographie avec mon 24-70 qui est le plus grand angle que j'ai à l'heure actuelle et il a une ouverture qui est que de 2.8 au maximum, donc mine de rien ça manque souvent vite de lumière, donc je mets au max en ouverture. Ensuite en termes de vitesse, c'est vraiment là où ça va faire tout le style de votre photo. Il faut une vitesse assez lente pour avoir le temps de récupérer justement un max de lumière, mais pas trop lente, parce que si vous mettez une vitesse trop lente, oui, mon chat. Si vous mettez une vitesse trop lente, les étoiles auront le temps de bouger entre temps sur votre photo parce que la Terre elle tourne, blablabla. Et du coup, vos étoiles vont pas être totalement nettes. Vous allez voir un début de mouvement et ce sera pas très joli. Sauf si vous faites une pose méga longue avec du matériel additionnel, etc. et que vous voulez vraiment les traîner d'étoiles dans le ciel. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait de mon côté et que vous pourrez voir partout sur Internet avec d'autres conseils d'autres personnes. Moi, en général, je suis entre 10 et 20 secondes grand maximum. Au-delà, je trouve qu'on n'est plus vraiment très net. Mais après, ça encore une fois, c'est en fonction de la luminosité ambiante, de votre boîtier, de vos réglages. Faites vraiment vos propres essais et voyez, mais
voilà, faites attention à une pose trop lente. Oui, vous allez avoir beaucoup de lumière, mais vous allez aussi avoir du flou. Et enfin pour les ISO, faites en fonction du boîtier. Plus vous allez être haut dans les ISO, plus vous allez avoir de la lumière. Malheureusement, plus vous allez aussi avoir du bruit, du grain. Donc ça dépend vraiment. Il y a des boîtiers entrée de gamme au-delà de 800 ou 1600 vraiment grand maximum. Ça devient inexploitable par la suite. Des boîtiers un peu plus haut de gamme qui peuvent, ou par exemple les mirrorless Sony sont pas trop mauvais là-dedans, où vous allez pouvoir monter beaucoup plus en ISO sans trop dégrader la qualité de votre image. Ça encore une fois c'est vraiment à chacun de voir. Après vraiment ça va dépendre de votre boîtier, du style que vous voulez rendre à votre image et de plein de choses, donc faites votre petite tambouille à partir de tout ça. Ah oui, petite chose que j'ai pas précisé aussi, photographier idéalement au format RAW si votre boîtier le permet, ça vous permettra une plus grande marge de manœuvre après pour toute la partie post-traitement. Lors de votre première sortie d'astrophotographie, je vous conseille vraiment de faire plein d'essais, parce que des fois en petit sur le boîtier on a l'impression qu'on est bon, et on arrive sur l'ordinateur et on se rend compte que tout est surexposé, qu'on aurait pu mettre un peu moins d'ISO parce qu'on a trop de grains, ou qu'en fait on a fait des poses un peu trop longues. Donc je vous conseille vraiment de faire beaucoup d'essais différents, de rentrer chez vous, de regarder sur votre ordinateur, et à la prochaine sortie comme ça vous saurez un petit peu mieux en fonction de vos goûts, de votre boîtier, comment doser tout ça. Aussi bien évidemment les réglages vont dépendre de si vous avez un sujet en premier plan, par exemple un humain, un objet ou quoi que ce soit. Il faudra peut-être qu'il soit exposé différemment que votre fond. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire 2 photos différentes avec des réglages qui vont être adaptés à la bonne exposition de votre sujet qui est devant, des réglages qui vont être adaptés à la luminosité plutôt pour le ciel derrière, et puis de faire une fusion après à la retouche de ces 2 images si vraiment vous avez envie. Par rapport à tout ça, il y a plein de petites choses qui peuvent se rattraper à la retouche si vous avez l'impression d'avoir fait la photo du siècle mais que vous avez un petit peu trop de bruit, un peu trop de grain, ou alors que vous n'êtes pas au top niveau luminosité. Si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je ferai une partie 2 à cette vidéo où je parlerai vraiment de mes retouches pour l'astrophotographie si jamais ça vous tente. Donc notamment comment faire baisser le bruit de vos images, ou de changer un peu l'exposition de votre sujet qui serait devant, ou de rattraper un peu plus d'étoiles, ou ce genre de choses. On arrive au tout dernier point, le point numéro 10, qui est clairement un des plus importants. En fait ils sont tous un peu importants, mais celui-là vraiment il ne faut pas le négliger. C'est que souvent quand on fait de l'astrophotographie, même en été, sauf quand on est vraiment dans un pays chaud, et ben ça caille vite parce qu'on est souvent immobile, accroupi derrière son boîtier et avec les mains en dehors des gants pour pouvoir accéder aux réglages et tout ça. Et du coup on a vite très froid, et notamment aux doigts. Donc mon meilleur conseil c'est de penser à bien vous équiper au-delà du boîtier, du trépied et de tout ça. Ça va être de prendre des vêtements bien chauds, éventuellement une petite boisson chaude aussi pour vous faire une petite pause en attendant entre 2 photos, des gants et surtout des chaufferettes. Ça va sauver vos mains pendant vos longues sorties nocturnes pour faire vos photos. Et sur ce, les chats commencent à avoir faim, donc ça tombe bien, c'est la fin du tournage. On arrive à la conclusion de cette vidéo. N'hésitez pas, comme je l'ai dit en introduction, à compléter toutes ces astuces et conseils. Si vous avez des petites choses en plus à ajouter, à compléter, à corriger même, on sait jamais, à dire tout ça dans les commentaires, ça aidera la communauté. C'est toujours agréable de vous lire et même d'apprendre des fois des choses dans les commentaires. Enfin, avant de finir, cette vidéo sort dans le contexte du Bubbly Dirt Challenge du mois de mars 2023 qui était sur le thème justement astrophotographie. Donc à l'heure où sort cette vidéo, le mois est toujours en cours, donc vous pouvez partager toutes vos photos d'astrophotographie avec la communauté sur Instagram avec le hashtag Bubbly Dirt Challenge. N'hésitez surtout pas, on adore découvrir vos images. Si jamais le mois de mars est déjà passé, n'hésitez quand même pas à partager sur Instagram vos images avec le hashtag et aussi en nous taguant éventuellement pour qu'on voit passer. C'est toujours cool de voir vos créations. Si jamais cette vidéo vous a appris 2-3 petites choses, et ben n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air pour qu'on le sache, à nous le dire éventuellement aussi en commentaire. C'est toujours très agréable et ça nous motive à continuer. Et enfin, il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt et surtout, bonne photo à toutes et à tous. Manger. On a encore du fromage? Oui. Ça tourne encore. On pourra le laisser manger, hein, encore du fromage. Ouais, le backstage du tournage, quand même j'étais en pyjama, il faut le dire. Et les petits mignons qui ont été tout mignons. Visiblement Lily on l'a pas trop dérangé quand même. On va manger mon chat? Oui. Non, on vient de finir le tournage et j'ai oublié de dire un truc super important dans les réglages. Alors du coup je l'ajoute là un peu, voilà, mais ce sera toujours mieux que rien. Pensez éventuellement à avoir une petite télécommande pour déclencher à distance, ça évitera les tremblements au moment d'appuyer pour déclencher votre photo, ça évitera d'avoir dû bouger à ce moment-là. Ou alors plus simplement, si vous n'avez pas de télécommande, mettez le retardateur. Donc il y a un retardateur 10 secondes, mais sinon il y a des retardateurs des fois sur les boîtiers de juste 2 secondes qui servent juste à ça. Mettez le retardateur 2 secondes et vous enlevez votre main et paf, ça va déclencher la photo et ça évitera Voilà, c'est très imagé ce que je suis en train de faire. Ça évitera de faire bouger votre boîtier au moment de la prise de vue et donc d'avoir du flou sur votre photo. Voilà, très important.